Bien, bonjour à tous. Toujours aussi ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session des Midi Minatech. Et tout d'abord, pour la semaine prochaine, nous allons vous proposer une intervention de Xavier Vintal, directeur de recherche en physique théorique à l'Institut IRIG de la direction de recherche fondamentale du CEA. Et il nous propose d'essayer de répondre à une question qui est la suivante. A-t-on atteint la suprématie quantique? En effet, vous n'êtes pas sans avoir remarqué que Google a fait un grand fracas médiatique sur la suprématie quantique, c'est-à-dire que le calcul, d'avoir réalisé un calcul quantique irréalisable sur un ordinateur classique. Eh bien, par ses travaux, il essaye de voir s'il peut remettre en question cette prétention à la suprématie quantique. Donc, j'espère que vous serez intéressés par ce sujet et que vous nous rejoindrez. Mais aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir deux orateurs, dont l'un est à Paris et l'autre ici avec nous. Alors, Raphaël Lévy est donc de l'Université Sorbonne Paris-Nord, du laboratoire Chemistry, Structure, Properties of Biomaterials and Therapeutic Agents, du CNRS. Et c'est lui qui est à Paris et vous le devinez, l'université Sorbonne. Et Cyril Labey, qui est donc de l'université Grenoble-Alpes et qui est responsable de l'équipe de recherche système d'information, donc Sigma. Et donc ces deux orateurs sont les lauréats et pilotes du projet ERC Nanobubbles. Et aujourd'hui, ils nous proposent donc, en lien avec ce projet-là, de nous parler des bulles nano en se posant la question comment et pourquoi la science échoue à s'auto-corriger. Alors, je crois que la première personne qui va parler, c'est Raphaël. C'est ça? Je me trompe? Voilà. Donc, Raphaël, je te donne la parole. À toi l'honneur. Merci beaucoup et merci à toute l'équipe des Midi Minatech de cette invitation à parler avec Cyril. Donc on représente une équipe un peu plus large de ce groupe Nanobubbles que je vous présenterai un peu plus tard dans la présentation. Mais pour commencer et pour s'échauffer et démarrer cette session, je vous propose 3 quiz très rapidement. Donc, je vais vous poser 3 questions et pour chaque question, vous aurez à peu près 15 secondes pour répondre et puis on verra ensuite la réponse de tout le groupe. Et à la fin de ces 3 quiz, je discuterai rapidement ces réponses. Donc, soyez prêts à choisir vos réponses. C'est parti. Donc, la première question, c'est quand ont eu lieu les premières applications donc des nanoparticules. Est-ce que c'est plutôt il y a 200 ans ou plutôt il y a 100 ans, ou 50, ou 25, ou 10 ou 5. Donc allez-y, votez rapidement, vous avez donc quelques secondes pour répondre. Alors, on en est à peu près 25% des participants, donc allez-y rapidement, on va fermer ce premier sondage dans quelques instants pour passer au vote suivant. Alors, on va fermer. Bon, on n'a que 21 réponses, mais il faut qu'on passe au vote suivant. Et donc, vous voyez que donc on a, si vous scrollez, si vous descendez, vous pouvez voir que à peu près, c'est un peu assez réparti, assez gaussien aussi d'ailleurs, à peu près 25% qui ont choisi 1970 et d'autres plus récents ou plus vieux. Donc, on passe au sondage suivant. Et là maintenant, quelles premières applications? Donc ça, c'est vos réponses. Première application des nanoparticules, donc pour le traitement du cancer cette fois-ci, au lieu que ce soit pour le diagnostic. Je vous demande donc pour le traitement du cancer, est-ce que c'était plutôt il y a 200 ans, plutôt il y a 100 ans, 50, 25, 10 ou 5? Alors essayez de voter rapidement si vous voulez avoir une chance de participer au vote. Donc plutôt 200 ans, plutôt 100, plutôt 50.
Alors, on commence à avoir un pourcentage, on est à 45%, ça vote encore. Allez, je vous donne encore 5 secondes et on passe à la question suivante. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Allez, on passe à la question suivante, qui est cette fois-ci une question simplement vrai ou faux. Euh, et donc la question, c'est les nanoparticules, parce qu'elles sont tellement petites, peuvent pénétrer dans le corps, dans les cellules et aller partout dans le corps, pardon, y compris franchir la barrière hémato-encéphalique. Donc vrai ou faux? Alors encore 20 secondes ou 30 secondes, 10, allez. Ok. Donc on va arrêter le vote là. Merci de votre participation donc à ce quiz. Et je vais donc vous donner là donc pour cette question-là, donc pour les réponses, vous voyez que c'est assez équilibré entre le vrai et le faux pour les réponses que vous avez données. Donc je passe maintenant à la discussion des résultats, enfin des résultats de ma réponse à ces questions. Alors, premières applications des nanoparticules pour le diagnostic médical, en fait, dès les années 1910-1915, les nanoparticules d'or ont été utilisées pas seulement des applications de principe en laboratoire, mais vraiment dans de nombreux hôpitaux en Europe et en Amérique pour le diagnostic médical. Et c'était basé sur l'agrégation de nanoparticules et le changement de couleur des nanoparticules d'or, qui à ce moment-là s'appelait colloïdes et non pas nanoparticules, à cause de leur interaction avec des protéines. Donc ça, c'est 1920. Ensuite, le cancer, premières applications des nanoparticules pour le cancer. Donc là, vous avez majoritairement choisi il y a 25 ans à peu près. En fait, c'est plutôt dans les années 50, donc c'était un peu entre les deux options que je vous avais données, plutôt dans les années 50. Donc, en fait, après la Seconde Guerre mondiale, l'un des il y a eu le projet Manhattan pour la bombe atomique, et donc il y a eu la production d'éléments radioactifs, y compris donc de l'or et d'autres éléments radioactifs. Et l'une des applications civiles de ces projets, ça a été le développement de thérapies basées sur l'injection de colloïdes d'or radioactifs, par exemple, pour le traitement du cancer. Et il y a un assez grand nombre de publications sur ces choses-là qui ont eu lieu dans les années 50. Ensuite, sur vrai ou faux, donc sur les nanoparticules qui peuvent aller partout dans le corps. Donc là, vous étiez à peu près 50-50 à penser que c'était vrai et 50% qui pensaient que c'était faux. Alors, de mon point de vue, c'est faux. Mais je peux comprendre très bien que nombre d'entre vous pensent que c'est vrai, d'autant que c'est ce genre d'idée est très répandu, non seulement dans le public, mais aussi dans la littérature scientifique. Par exemple, cette revue publiée dans Science et qui a presque 10 000 citations, qui dit que voilà, les nanoparticules peuvent aller partout, se déposer dans les organes, pénétrer les membranes cellulaires, etc., etc. Donc, on peut se demander pourquoi il y a une certaine, disons, espace, même dans une population plutôt éduquée du point de vue scientifique, qui est celle de cette conférence, entre le développement des applications des nanoparticules, qui est en fait ancien, pour certaines d'entre elles du moins. Et je pense que l'une des raisons, c'est qu'au début des années 2000, il y a un énorme enthousiasme et une croyance dans la puissance de la science et de la technologie à transformer le monde. Et on voit bien ces jours-ci que, évidemment, elle est en partie justifiée. Mais il y a aussi quand même une dimension politique. C'est la fin de l'ère Clinton. Il lance un énorme programme, donc le Nanotechnology Program, donc des énormes investissements. Et pour justifier ces investissements, il y a aussi donc des énormes promesses, donc des grandes promesses et des grands investissements. Juste pour vous donner un exemple de ce que je veux dire par là,
il y a un rapport du US Department of Health and Human Sciences, le Cancer Nanotechnology Plan. Le message du directeur, donc en 2004, dit voilà, pour atteindre le but, le challenge goal, quand même, il y a quand même le mot challenge, mais le but c'est d'éliminer la souffrance et la mort causées par le cancer d'ici l'année 2015. Donc les promesses, ou en tout cas les perspectives qui sont proposées sont vraiment gigantesques. Et donc pour justifier ça, il faut d'une part exagérer les promesses, mais aussi exagérer la nouveauté. Et ça conduit en partie à oublier un certain nombre de choses qui ont été faites avant. Donc je passe. Alors, je vous dis deux mots sur ma trajectoire et vous allez voir pourquoi je suis un peu obligé de faire ça. Bon, j'ai fait ma thèse au début des années 2000, donc au moment où voilà où il y avait ces gros développements dans les nanotechnologies sur l'absorption de polymères sur des surfaces en utilisant le microscope à force atomique. Et puis ensuite, je suis parti donc à Liverpool où j'ai fait la plus grande partie de ma carrière scientifique puisque je viens de rentrer en France. Et une question que j'étais obligé de me poser assez rapidement, c'est qu'est-ce qu'on fait lorsque on tombe sur un article scientifique qui est faux? Et la première fois, ou l'une des premières fois où je me suis posé cette question, c'est en lisant cet article publié en 2004 dans Nature Materials, qui montre des images de microscopie en champ proche, de STM, de Scanning Tunneling Microscopy, de microscopie en champ proche, qui montrent donc ces oscillations qui sont comme les spécialistes le reconnaîtront rapidement, qui sont donc un artefact de scanning. C'est pour ça que toutes ces oscillations sont dans la direction verticale. Et était interprétée comme une séparation de phase de ligands, donc de petites molécules accrochées à des nanoparticules. Donc la réponse à qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve face à cette situation, pour moi, à cette époque-là, c'était que rien, parce que voilà, j'étais postdoc et puis je m'intéressais à d'autres choses, donc j'ai rien fait à ce moment-là. Mais quelques années plus tard, en 2008, il y a eu, entre-temps d'ailleurs, plusieurs autres articles, mais en 2008, il y a eu un autre article, toujours avec ces mêmes nanoparticules, et cette fois-ci, ça parlait de leur entrée dans les cellules, un sujet qui m'intéresse particulièrement, et donc j'ai décidé d'écrire un article, donc avec mes étudiants, et on a écrit Stripy Nanoparticles Revisited, où on faisait un certain nombre de choses, on a soumis cet article, donc c'était une première tentative de corriger ce que on considérait être une erreur dans les publications scientifiques. Et donc on a soumis cet article et on l'a soumis donc en 2009, mais il n'a été publié qu'en 2012. Donc 3 ans pour publier cet article. Entre-temps, bien sûr, il s'était passé beaucoup de choses. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il était caduque, mais en tout cas, il y avait pas mal d'articles sur le même sujet qui avaient été publiés. Donc j'ai commencé à explorer d'autres manières de discuter de la science un peu plus rapidement, un peu plus interactif. Et donc ceci inclut donc mon blog que vous voyez là à l'écran et qui permet donc par exemple sur ce premier article de blog, il y a eu une 50aine de commentaires. Si chaque commentaire avait pris 3 ans pour être publié, on n'en serait pas encore là, quoi. Donc cette histoire, le fait que ça ait pris 3 ans pour être publié, et puis aussi ce qui s'est passé après, donc sur le blog et sur les réseaux sociaux de manière plus générale, ça a généré une certaine attention sur cette histoire, et ça m'a conduit, et ça a conduit d'autres personnes à réfléchir sur le fait que oui ou non, le système fonctionnait bien. Est-ce que la science s'est vraiment autocorrigée dans ce cas-là? Pourquoi ça a pris 3 ans ou même 7 ans? Puisque l'une des choses qui est ressortie, c'est qu'un étudiant avait déjà identifié tous ces problèmes bien avant, un étudiant dans le groupe qui a publié ses travaux. Le rôle des éditeurs, est-ce que les réseaux sociaux sont une solution pour ces problèmes de correction très lente de la science? Et malheureusement, mais en fait, je pense que beaucoup d'entre vous qui sont scientifiques ont eu ce genre d'expérience de nombreuses fois. Malheureusement, j'ai eu à me poser cette même question. Qu'est-ce qu'on fait quand on voit qu'un article est faux? Un certain nombre d'autres fois, et je vous donne juste un autre exemple très rapidement, sans rentrer à nouveau dans les détails scientifiques, sur lesquels on pourra éventuellement revenir au moment de la discussion. Donc, il s'agit des spherical nucleic acids, où là, vous voyez, ça a commencé en 2006 avec un article dans Science, et puis on parle là d'un corpus de dizaines d'articles scientifiques, on doit même probablement être proche de la centaine plutôt maintenant.
Et à nouveau, on a des promesses, vraiment des promesses gigantesques, notamment enfin, jusqu'à récemment et même encore maintenant, pour les applications, que ce soit en diagnostic ou que ce soit médical de ces objets, et aussi des reconnaissances diverses et variées, des prix, etc. pour ces travaux-là et d'autres travaux également. Et en fait, on pouvait les acheter, ces particules, donc on les a achetées. Et l'une des propriétés qu'elles étaient censées avoir, c'est la possibilité de détecter des ARN messagers à l'intérieur des cellules. Donc on a fait des expériences et en fait, on a trouvé que non, elles ne détectaient pas les ARN messagers à l'intérieur des cellules. Et puis un certain nombre d'autres gens ont aussi eu des résultats négatifs, même si très probablement, la plupart des résultats négatifs n'ont pas été publiés. Dans ce cas-là, il y a eu quelques autres groupes qui ont publié des résultats négatifs. Et finalement, quelques années plus tard, donc en 2018, l'entreprise donc Sigma Aldrich, qui commercialisait ces produits, a cessé de les commercialiser. Et donc, en 2018, à la conférence de l'American Chemical Society à Boston, j'ai posé une question à donc Chad Mirkin, qui est la personne qui a développé donc ces nanoparticules qui étaient censées détecter les ARN. Une question scientifique, évidemment, comment dire, qui était difficile, ça je ne le nie pas, mais enfin qui était polie et scientifique. Et donc sa réponse a été assez remarquable, puisque elle a été fait le sujet même de publication également, puisqu'il m'a traité de scientific terrorist et de scientific zealot, parce que donc je remettais en cause certaines des choses qu'il avait publiées. Et bien sûr, Chad Mirkin, c'est pas n'importe qui, et donc ces mots ont bien sûr un impact assez important. Donc à nouveau, la question vraiment qui se pose, ça c'est plutôt une controverse qui est en cours, on va dire, c'est dans cette controverse dont je viens de vous parler, quel rôle pour les éditeurs, quel rôle pour les journaux, et puis quels moyens on a de corriger de la science, d'avoir des espaces de discussion pour la science. Et donc, je mentionne également PubPeer. Et j'ai expérimenté avec un certain nombre de ces approches pendant cette controverse. Donc là, je vais passer la parole à mon collègue Cyril Labbé, qui va vous montrer d'autres domaines où ce même genre de questions se posent, et d'autres techniques également pour détecter les problèmes et pour les résoudre. Donc, Cyril, oui, merci the Raphaël. stage is yours. Merci. Donc effectivement, moi je vais commencer par vous parler d'articles qui sont générés complètement aléatoirement et donc qui n'ont strictement aucun sens. Ah, j'ai un petit problème de... Wow. Ok, alors on va avancer jusqu'aux articles générés complètement aléatoirement. Et ces articles générés aléatoirement utilisent un outil qui s'appelle SciGen, qui a été fait par des étudiants du MIT en 2005. Et donc là, je vous conseillerais de lire cette petite partie ici qui dit que voilà, on vérifie la rasterisation, mais que aussi après on va disprove the simulation of rasterization. And as a result, we conclude. Voilà, c'est des articles qui sont très bien écrits avec un très bon anglais, mais qui n'ont strictement aucun sens. Et ces articles, ils étaient vendus dans le répertoire de l'I3E. Donc vous connaissez sûrement l'I3E, c'est un grand organisme de normalisation dans l'informatique. Et donc si vous utilisez du Wi-Fi, en ce moment, vous utilisez la norme 802.11 qui est normalisée par l'I3E. Et l'I3E vend aussi énormément d'actes de conférences et de journaux dans le domaine de l'informatique. Et donc, du coup, voilà, ils vendaient ces articles qui n'ont strictement aucun sens. Et voilà, on peut se demander comment ça se fait qu'on puisse les retrouver dans des endroits comme ça. Et donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que ces articles-là, on peut les retrouver dans plein d'endroits. Donc, on va les retrouver dans Google Scholar, mais aussi dans des grandes bases de données qui sont celles sur lesquelles on calcule aujourd'hui les H-index, les performances des universités avec le classement de Shanghai ou des choses comme ça. Donc, un peu d'histoire. Vous avez ici en 2005 donc le SciGen qui est créé, et aussi au même moment le H-index qui est formalisé par Hirsch. Et puis, petit à petit, ces articles générés automatiquement, on va les retrouver un peu partout, à la fois dans Google Scholar,
où finalement Google Scholar ratisse un peu large. C'est très bien pour chercher tout ce qui est la littérature qu'on appelle littérature grise. Il n'y a pas forcément de peer review qui est faite sur ces articles-là. Mais on va aussi les retrouver dans les grandes bases de données qui sont vendues par les grands éditeurs. Et on va trouver des articles dans ces endroits-là, des articles générés automatiquement sans aucun sens. Et donc la problématique, c'est de savoir les détecter automatiquement et puis éventuellement les retirer puisqu'ils sont là, ils servent à rien. Et donc du coup, c'est ce qu'on a fait à ce moment-là ici, où on a construit un détecteur automatique pour ces articles-là. On en a découvert un peu plus d'une centaine dans ces grandes bases qui sont censées être revues par les pairs. Et on a commencé à envoyer des mails aux éditeurs pour qu'ils retirent ces papiers, donc en particulier à l'I3E. Et puis en général, il se passait rien, ou de temps en temps, il y en a un qui était supprimé de temps en temps. Et puis finalement, il y a un de nos mails qui a été forwardé à un journaliste de Nature News à ce moment-là. Et le journaliste de Nature News a pris contact avec les éditeurs en leur demandant si vraiment c'était vrai ces choses-là. Et là, en une semaine, tous les papiers ont disparu de manière complètement magique. Et donc voilà, effectivement, on peut avoir du mal à demander la suppression ou le retirer des choses qui sont complètement aberrantes, qui sont aberrantes pour tout le monde. Et même ça, on peut avoir du mal à le faire enlever. Et cette difficulté à corriger les erreurs, c'est quelque chose qu'on a rencontré encore un peu plus tard avec une biologiste qui s'appelle Jennifer Byrne, qui nous a contacté parce qu'elle avait l'impression de voir des articles générés automatiquement. En fait, c'est des articles qui étaient écrits sur un template un peu récurrent. Et ces articles contenaient des erreurs, en particulier sur un gène qu'elle connaît très bien, qui est un gène qu'elle a découvert, qui est le TPD52L2. Ne me demandez pas ce qu'il fait, je ne sais pas du tout. Mais donc, elle s'est rendue compte qu'il y avait des erreurs qui étaient pour elle évidentes dans ces articles. Et on a construit donc un détecteur pour essayer de détecter ces erreurs-là qui pour elle étaient évidentes. Donc c'est des choses qui sont pas forcément faciles à faire parce que la compréhension du langage naturel, c'est quelque chose que les ordinateurs ont un peu de mal à faire. Mais donc là voilà, l'idée c'est qu'on peut extraire ce qui est dit dans le texte. Donc ici que la séquence verte a des homologies avec le gène humain TPD52L2 et on peut vérifier ça avec un outil qui s'appelle BLASTN, qui est très très utilisé par les biologistes et qui permet de tester cette séquence d'ADN avec le génome humain. Et donc du coup là, cet outil BLASTN, il nous dit oui, c'est bien, il y a un alignement significatif avec le génome humain. Et donc cette phrase, elle est vraie, elle est juste. Par contre, la suivante, on nous annonce que cette séquence de nucléotides, qui est un shRNA, n'a aucune homologie avec le génome humain. Et donc à nouveau, vous pouvez vérifier ça avec l'outil BLASTN, et BLASTN vous dit non, cette séquence-là, elle a une homologie très forte, très significative, avec un gène qui s'appelle le NOB1. Et donc là, vous avez trouvé une erreur factuelle dans un papier. Et puis, soit ça veut dire que s'ils ont vraiment utilisé cette séquence-là pour leur expérience de contrôle, puisqu'ici, il s'agit de l'expérience de contrôle, et ben à ce moment-là, ça veut dire que leur expérience n'est pas valide. Soit ça veut dire qu'ils sont trompés dans leur texte, et donc à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut qu'ils corrigent et qu'ils disent quelle est la bonne séquence qu'ils ont utilisée. Donc voilà, cet outil automatique a permis de trouver un certain nombre d'erreurs factuelles de ce type-là dans les articles. Et donc Jennifer, en l'occurrence, cet article-là a été rétracté. Et donc c'est un article qui a un PMID, ça veut dire qu'il est indexé dans PubMed, ça veut dire qu'il compte dans le classement de Shanghai, il compte dans le calcul des points SIGAPS, etc. Enfin, c'est un article qui compte, c'est pas un article qui est paru dans une revue prédatrice qui n'a pas d'importance. Et donc Jennifer a envoyé des mails à tous les éditeurs et puis elle a documenté les différentes réponses et le temps que les éditeurs mettaient à répondre. Donc voilà, vous avez les résultats ici. Les réponses sont très différentes. Ici, les lignes pleines, c'est les articles qui sont rétractés. Les lignes en pointillés, c'est les articles qui sont corrigés. Les lignes en pointillés longs, comme celle-là par exemple, c'est ceux qui ont un expression of concern. Donc là, vous avez un expression of concern qui se transforme en correction. Et voilà, donc elle a fait cette étude-là et on voit que voilà, le temps pour retirer ou pour corriger une erreur, ben voilà, ça se compte en années, alors que finalement, nos publications, voilà, c'est de 1 mois, 6 mois, 1 an. Alors que voilà, pour corriger, on se retrouve à confronter à des choses qui sont beaucoup plus difficiles. Et donc voilà, ce constat qu'on peut voir qu'a fait Raphaël avec des articles de très haut niveau, on le voit aussi avec des articles qui sont peut-être, donc là on a toute la palette un peu d'articles. Donc voilà, c'est difficile de corriger la science, enfin de corriger les documents scientifiques.
Souvent, les erreurs sont pas corrigées, soit parce qu'on dit c'est pas grave, nous on voit l'erreur et puis bon, c'est une erreur évidente, on la laisse, soit parce que on n'est pas au courant que ça a été corrigé, soit parce que les papiers, on n'est pas au courant que le papier a été retiré, ou des choses comme ça. Et donc du coup, il y a des gens qui ont fait le constat que effectivement les papiers retirés étaient continués à être cités et continuaient à être lus et n'étaient pas remis en question. Donc voilà, tout cette contexte de difficulté de correction de la science, voilà, c'est ce qui nous a amené avec c'est ce qui a amené Raphaël à se poser beaucoup de questions, à rencontrer des sociologues aussi, et à lancer cette initiative sur le projet Nanobubble. Donc là, peut-être Raphaël, je te repasse la main pour que tu puisses présenter plus en détail le projet. Merci, merci Cyril. Et oui, donc je vais rapidement vous donner une petite introduction à ce projet. Donc déjà, ce qu'il faut dire à propos de ce projet, c'est que je peux pas vous en dire énormément parce que il n'a pas encore commencé, d'accord. Donc il va commencer a priori, on espère, en juin de cette année. Donc dans 2 ou 3 mois. Et donc son objectif, c'est de comprendre comment, quand et où, disons, la science se corrige, les barrières à la correction scientifique. Et donc pour ça, on s'est mis ensemble avec donc Cyril et puis toute une bande que vous pouvez voir là sur cette diapositive, donc qui va de la sociologie à l'histoire des sciences, à la philosophie, et donc aux techniques d'analyse, à la bibliométrie, aux techniques d'analyse du langage, donc de manière automatisée, comme Cyril vient de vous en montrer quelques exemples. Et donc on se focalise sur quelques exemples qui sont des exemples dans le domaine des nanos et plus précisément dans le domaine des bionanos. Donc cette question de la correction de la science, qui est une question générale qui devrait intéresser normalement tout le monde, on la pose en partant d'exemples spécifiques qui correspondent un petit peu à certaines des questions que je vous ai posées dans le quiz en entrée de cette présentation. Donc on se focalise sur trois questions. La question du passage des nanoparticules à travers la barrière hémato-encéphalique, la question de la couronne protéine, donc de protéines autour des nanoparticules, donc ce qui s'appelle la protein corona, introduite, qui est une expression qui est apparue relativement récemment, mais qui en fait, comme l'exemple que je vous ai montré de l'étude de 1920, en fait, voilà, c'est en réalité une réalité scientifique qui est connue depuis depuis plus d'un siècle, que les protéines s'absorbent sur les nanoparticules et sur les colloïdes. Donc et donc une troisième question qui est celle de la pénétration des nanoparticules à travers la membrane cellulaire. Et là encore, on voit avec le quiz que bien que ça soit des questions où il y a quand même une histoire assez longue, il y a une certaine confusion dans la communauté scientifique sur ces questions. Donc, ce qu'on a l'intention de faire, c'est que dans un premier temps, c'est d'essayer de comprendre de comprendre ces questions du point de vue de la circulation des opinions et de l'interprétation des résultats expérimentaux, est-ce que des gens essayaient de remettre en cause, par exemple, lorsque des affirmations avaient été exagérées ou des affirmations étaient fausses même, et qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu des tentatives dans ce genre-là. Et puis on a l'intention aussi d'avoir une intervention active, donc à travers l'annotation d'articles scientifiques et aussi à travers un projet de réplication de certaines expériences clés. Et là, l'intérêt, c'est d'une part d'essayer de corriger éventuellement des choses, mais aussi de voir comment on peut travailler avec l'ensemble de la communauté scientifique pour essayer finalement de trouver des moyens pour être plus efficace dans les processus de correction scientifique. Donc, les méthodes, donc elles vont être quand même très vastes. Donc, je pense que c'est peut-être difficile d'être plus interdisciplinaire que ce projet, et donc ça le rend extrêmement, extrêmement intéressant pour
d'abord pour nous, les participants au projet, parce qu'on apprend déjà énormément juste en écrivant le projet et on est assez excité de le démarrer pour de vrai bientôt. Et donc, c'est des méthodes qui vont, donc des méthodes digitales du type, et bien entendu, des développements de méthodes aussi, du type que celle que Cyril a commencé à présenter, mais peut-être qu'ils vont aller plus loin, notamment dans l'analyse du langage. Et puis des méthodes plus de la sociologie, du type d'interview, d'entretien, de questions, pour comprendre comment tout ça s'est passé. Et enfin, j'ai déjà parlé un petit peu des deux derniers, puis d'histoire, d'ethnographie, d'observation de ce qui se passe dans les labos. Et ensuite, donc, ce que j'ai déjà mentionné un petit peu, donc les annotations et le post-publication peer review, donc des sites tels que PubPeer qui permettent quels sont leurs impacts, comment est-ce qu'on peut les utiliser et quels sont leurs impacts sur l'ensemble de la communauté et sur les processus de correction scientifique. Donc, on est allé très très vite parce que l'équipe de Minatech, elle est vraiment géniale, mais elle nous a vraiment stressé avec le temps. Donc là, on termine avec 1 minute d'avance, ce qui veut dire que vous aurez 1 minute de plus pour poser vos questions. Et donc, voilà, je vous remercie pour votre attention et je me réjouis de contribuer à répondre aux questions. Très bien, merci beaucoup, merci à tous les deux pour cette présentation et le partage sur ce sujet parce que personnellement, je suis particulièrement sensible à ce problème-là pour l'avoir rencontré dans mon domaine et je suis ravie de voir votre initiative et voilà. Et je pense que beaucoup des auditeurs et des personnes qui ont suivi la présentation partagent cet avis. Alors, en attendant que les questions s'affichent, c'est vrai que je vois que le projet est vraiment très multidisciplinaire, hein, puisqu'il faut aborder le problème par différents volets, hein, finalement. Je suis admirative et j'attends avec impatience de vous suivre et de suivre les résultats que vous allez avoir. Alors, a-t-on une première question? Oui. Quels outils méthodologiques pourriez-vous suggérer aux reviewers de papier, aux relecteurs de papier scientifique? Est-ce que vous avez des choses à proposer ou c'est pas forcément évident? Je peux peut-être commencer et je te laisse continuer. Ouais. En fait, il y a un volet puisque en fait l'un des volets du projet, c'est finalement de faire ça. Donc, dans un domaine assez spécifique, de manière ouverte, c'est-à-dire que tout le monde va pouvoir voir nos reviews, nos post-publication peer review. Et donc, l'un des objectifs, c'est justement de développer un peu une espèce de guide de comment est-ce que on peut reviewer un papier. Il y a déjà un certain nombre de ressources qui existent, bien entendu. Alors après, outils méthodologiques, je pense que c'est assez frappant de voir quand je compare, par exemple, un exemple récent où j'ai eu à reviewer un article. Ce qui est frappant, c'est que très souvent, les revues restent très superficielles. Et donc, le premier outil méthodologique, c'est que, en fait, il faut passer du temps. Il faut passer du temps pour analyser ce qui est dit, pour faire le lien vraiment entre ce qui est dit et les résultats expérimentaux, et l'analyse des résultats expérimentaux et comment le lien entre les deux. Et, bon, voilà, c'est vraiment une banalité que je viens de dire, et donc sur cette banalité, je passe la parole à Cyril pour rajouter quelque chose. Oui, je pense que j'ai pas grand-chose à rajouter. C'est vrai que il y a des gens qui essayent de normaliser un peu le peer review. Je sais pas si, je pense que l'aspect peer review est important, mais je pense qu'on peut à la fois défendre un peer review en profondeur avec plus de temps, mais on peut aussi défendre une publication peut-être plus rapide avec un peer review léger, mais augmenter le post-peer review. C'est-à-dire que on peut aussi considérer que finalement, s'il y a beaucoup de gens qui relisent l'article et qui se l'approprient, le testent, poussent un peu les limites dessus, voilà, il y aura plus de choses intéressantes. Et donc la discussion autour des articles après leur publication doit être favorisée. En tout cas, voilà, c'est une des pistes possibles. Ok, merci. Bien, la question suivante. Ces articles que vous avez cités, qui sont bidons, sont-ils cités?
est-ce qu'il continue à être cité malgré le fait qu'il y ait une évidence d'erreur? Alors, je vais répondre pour les articles complètement bidons, complètement générés aléatoirement. En général, ils sont pas cités, mais on commence à voir, donc avec Guillaume Cabanac, là, on travaille en ce moment sur le sujet, on commence à voir des articles dont les citations sont bidonnées pour pouvoir augmenter les facteurs d'impact ou les choses comme ça. Donc, on voit ce genre de manipulation commencer à arriver. Et donc, en général, c'est des articles qui sont utilisés pour citer d'autres articles et pas, ils ne sont pas cités eux-mêmes. Voilà. Et après, je pense que Raphaël, les articles dont tu as parlé toi, c'est autre chose. Alors les articles dont j'ai parlé moi, ils sont très cités. Il y en a certains qui sont cités plusieurs centaines de fois, ou ils sont très cités. Et puis ils ont donné lieu à des développements, voilà, un produit commercial qui a été vendu par une multinationale comme Sigma Aldrich. Donc il y a un impact réel bien au-delà de la publication. Et voilà, donc c'est assez variable, je pense, suivant les articles, suivant les domaines, etc. Mais je pense qu'il y a deux choses que je voudrais rajouter. D'une part, il y a une espèce de continuum, c'est-à-dire que il y a des articles, voilà, générés aléatoirement ou pas d'ailleurs, mais qui n'ont pas de sens en fait, voilà, qui sont juste des articles qui sont là pour rajouter une ligne à un CV et qui n'ont en fait pas de sens. Et puis il y a des articles qui font un splash et qui finalement sont faux, et parfois c'est évident qu'ils sont faux pour les gens qui se connaissent un peu, etc. Mais entre les deux, il y a vraiment un continuum. Mais j'ai envie de retourner un tout petit peu la question et parce que de retourner la question et de dire, est-ce que en fait la citation, est-ce que c'est finalement une bonne mesure ou c'est une mesure de quoi finalement? Et je pense que ça c'est aussi une question assez importante. Est-ce que finalement avoir quelque chose de beaucoup cité, est-ce que ça veut dire quelque chose? Et je pense qu'en réalité, de la même manière que les reviewers souvent passent très très peu de temps pour voilà, donner leur opinion, on passe encore moins de temps, nous tous, avant de citer un article. Et donc prendre le nombre de citations comme une mesure de qualité, ben c'est pas toujours une bonne idée. Très bien, merci beaucoup pour cette remarque. Alors, question suivante. Incluez-vous l'agnotologie, Robert Proctor, dans votre champ d'études? Je peux répondre peut-être. Donc l'agnotologie, c'est quoi? J'ai de la chance de pouvoir répondre à cette question. C'est ça l'avantage d'avoir déjà engagé tout ce dialogue avec nos amis sociologues, historiens des sciences, etc. Donc l'agnotologie, c'est quand on fait exprès, enfin en tout cas c'est comme ça que je vais l'expliquer, hein, c'est quand on fait exprès finalement d'oublier un certain nombre de choses, entre autres pour, comme je l'ai expliqué avant, entre autres pour voilà, pour pouvoir dire que ce qu'on fait c'est très neuf. Évidemment, c'est très neuf si on oublie tout ce qui a été fait avant. Ou bien ça peut être l'exemple classique, c'est l'exemple des industries du tabac qui sèment le doute sur des recherches pendant des années et des années pour empêcher les interventions. Donc oui, la réponse courte c'est oui. Même si ça se décline probablement d'une manière un petit peu différente sur les sujets qui nous occupent, mais oui, le lien entre finalement la connaissance actuelle et les connaissances plus anciennes et comment certaines choses sont oubliées et pourquoi, ça fait partie vraiment des choses qui nous intéressent. Et c'est aussi pour ça, effectivement, qu'il y a des sociologues et des historiens des sciences dans le projet, puisque... On serait incapable de faire ça sans eux. Voilà. Je comprends. Très bien, merci. Alors, qui profite de ces falsifications, erreurs? J'imagine les auteurs. Et ça peut aller d'une ligne dans un CV et jusqu'à des contrats industriels, etc. Donc c'est assez variable. Après, c'est pas vraiment là-dessus qu'on se concentre dans ce projet. Donc il y a d'autres études qui ont il y a de nombreuses études, disons, sur les conflits d'intérêts, ce genre de choses. Et là, on se concentre plutôt sur les processus de correction
plutôt que sur les fraudes et qui en profitent d'une certaine manière. Oui, donc moi je voudrais juste rajouter que, en fait, qui en profite, souvent quand on se demande à qui peut profiter l'inflation des publications, le fait qu'il y en ait de plus en plus, qu'on cite de plus en plus de gens, etc. Quelque part, ça profite à tout le monde, dans le sens où vous voulez, en tant que scientifique, vous voulez publier plus, votre université que vous produisiez plus pour monter dans les classements, etc. Le pays veut que vous produisiez plus parce qu'on veut que la science française soit bien classée, etc. Donc, il y a très peu de gens à qui le crime ne profite pas, entre guillemets. C'est-à-dire que cette inflation généralisée, elle profite à beaucoup de monde, quoi. Elle profite aussi aux éditeurs. Elle profite aussi aux éditeurs. Mais c'est une part du gâteau qui est assez importante. Oui, oui. Mais faut être conscient que quelque part, voilà, il y a tout le monde. Ouais. Oui, notre système tend à pousser à ça. Très bien. OK. La question suivante. Allez-vous vous intéresser à la publication des résultats négatifs qui permettraient de mettre en lumière la réplication de certaines expériences qui se révèlent finalement invalides? Ouais, je peux commencer. Donc, disons que le deuxième exemple dont j'ai parlé très rapidement, dans ce sens-là, c'est un exemple, je trouve très intéressant parce que comme ce produit était distribué de manière internationale par une multinationale dont tous les scientifiques utilisent les produits, c'est certain que des résultats négatifs non publiés, il y en a eu une grande quantité. Et donc, je pense que c'est pour ça que ça a pris quand même tellement de temps avant qu'il retire le produit. Alors, est-ce qu'on va s'intéresser à la publication des résultats négatifs? Oui, c'est sûr, de différentes manières, que ce soit par les approches plus sociologiques. J'imagine que mes collègues sociologues vont aborder ce genre de questions quand on vont discuter avec les scientifiques. Est-ce que vous avez reproduit ça dans votre laboratoire? Si oui, pourquoi vous l'avez pas publié si vous ne l'avez pas publié, etc. Donc, d'une manière, on va l'aborder d'une manière, on va dire, historique et sociologique, mais aussi d'une manière plus active, dans le sens où, par l'intermédiaire du projet de réplication, on va prendre un peu le contre-pied de ce genre d'approche, c'est-à-dire qu'on va publier tout. Voilà. On va annoncer ce qu'on fait avant de le faire, et on va publier tout. Puisque ça confirme ou que ça invalide. Merci beaucoup. Merci. Bien, on va passer à la question suivante. Alors, ne pensez-vous pas que le discours scientifique est beaucoup trop présent dans les médias traditionnels, avides de sensationnel, que ce soit une des causes de ces dérives? Bon, je peux commencer, Raphaël, puis je te passe la parole après. Bon, là, je pense que c'est quelque chose de très personnel, peut-être, la manière de voir les choses. Mais c'est vrai que pour moi, toutes ces mesures de H-index, de nombre de publications, etc., ça renforce l'aspect science spectacle, on va dire, où effectivement on cherche plus la visibilité que l'avancée peut-être scientifique. Et donc, du coup, effectivement, il y a un aspect, voilà, il y a un aspect science-spectacle qui prend de l'importance. Après, le fait, est-ce que la science est trop présente dans les médias? Effectivement, en ce moment, il y a beaucoup la science a pris une importance particulière dans un contexte de crise sanitaire, voilà, objectivée ou pas, voilà. Donc, du coup, c'est vrai que cette présence de la science, elle est aussi normale parce que tous les objets autour de nous sont issus de la science. Les connexions qu'on a aujourd'hui, on se promène tous avec des téléphones portables, les voitures, la médecine, etc. Tout ça, c'est le produit de la science. On est une société qui est le produit de la science. Et donc, c'est vrai que la science aujourd'hui est au cœur de nos sociétés. Et le fait qu'elle soit présente dans les médias, c'est pas quelque chose d'aberrant pour moi, en tout cas. Moi, je rajouterais juste, en fait, presque en écho à la réponse que tu as faite à la question précédente. C'est-à-dire que c'est vraiment tout le monde en profite de ces exagérations-là. C'est-à-dire que finalement, si je veux avoir mon temps médiatique, j'ai tout intérêt à exagérer mes résultats scientifiques et les publications. Voilà, si je veux publier, maintenant je vais donner un exemple de journal anglais parce que je suis pas encore tout à fait revenu en France. Enfin, dans mon esprit, je suis vraiment en France là puisque je suis à Paris. Mais voilà, si vous voulez
être dans Daily Mail ou The Sun, ben voilà, il faut que vous exagériez et que vous disiez que voilà, vous allez guérir le cancer, etc. Donc et le Daily Mail, pour vendre ses articles, a besoin de ça aussi. Donc évidemment, le système, voilà, tout le monde en profite, comme disait Cyril tout à l'heure. Très bien, merci beaucoup. Alors, avant d'arrêter, j'ai peut-être une petite question, moi, personnelle à vous poser. À l'issue de votre projet, qu'est-ce que vous imaginez que vous allez, qui va sortir de votre projet? Est-ce que vous allez publier? Qu'est-ce que vous allez publier? Qu'est-ce que vous pensez pouvoir publier? Alors, je commence, Raphaël, puis je te passe la parole. Donc, Vas-y. je pense il y a plusieurs disciplines qui sont. Donc, je pense que chacune des disciplines, c'est l'objectif de ces projets synergie, c'est chacune des disciplines experts profiter des avancées. Donc, typiquement pour moi, ça sera des avancées au niveau traitement du langage et information retrieval, enfin être capable de mieux gérer ces masses de publications, savoir en extraire de l'information, savoir tracer les idées dans ces publications-là, etc. Donc c'est des outils informatiques pour mieux gérer cette connaissance-là. Mais donc ça, c'est vraiment un aspect disciplinaire. Et après, il y a ce qu'on espère, ce qu'on pourrait imaginer sortir de ce projet-là, c'est effectivement des guidelines ou des idées pour faire mieux fonctionner le système si on rêve un peu, quoi. Raphaël. Ouais, absolument. Et en fait, c'est bien que Cyril ait commencé parce que moi, je pense vraiment que ce qu'il vient de décrire, c'est des outils qui commencent à exister, qui va développer plus, etc., mais qui sont pas utilisés par les gens qui travaillent, disons, dans le système des bionano. Et on pourrait dire la même chose pour l'expertise que les sociologues, les historiens des sciences vont nous amener, les philosophes du langage, etc. C'est des choses qui sont là, qui sont autour. Et en fait, moi, je pense vraiment, dans le domaine bionano, on a atteint un point où, sans ces interventions extérieures à notre domaine, il est devenu pratiquement impossible de comprendre l'évolution de notre domaine, où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va. Et donc, du point de vue disciplinaire, j'espère que cet apport extérieur va nous permettre justement de clarifier, de reconstruire, de développer des choses. Et après, comme a dit Cyril, on espère aussi qu'on va développer des idées, des pratiques qui vont permettre d'améliorer la manière dont la science se corrige. Mais ça, c'est une promesse comme de guérir le cancer d'ici l'année 2015. Donc, faut qu'on se méfie un petit peu, quoi. Mais avec votre aide, peut-être ça va marcher. Très bien, merci beaucoup. Je vous remercie à nouveau et je pense que les auditeurs se joignent à moi pour vous remercier pour cette intervention et d'avoir partagé avec nous ça. Et on attend de vous suivre à l'issue de... sur Twitter, vous pouvez déjà nous suivre. Il y a un compte NanoBubble sur Twitter, vous pouvez déjà nous suivre. Excellent, excellent. Merci beaucoup. Bien, eh bien, je vais reprendre juste la place sur le... Voilà, pour de nouveau vous dire, donnez rendez-vous à vendredi prochain pour en savoir plus sur la partie sur je vais y arriver, la suprématie quantique et sa réalité. Bien, à bientôt et au plaisir de vous retrouver.